L'instance fêtière du football camerounais à nouveau sur le grill. Desperate Football House, 6 mois dans l'enfer de la FECAFOOT. L'ouvrage nous replonge dans le dédale d'un labyrinthe sans issue apparent. L'auteur Jean-Lambert Nan, invité de toilette ce soir et surtout invité jeudi demain de café d'auteur, sera notre hôte. Pour l'instant, il est 18h et j'ai le plaisir d'accueillir Abigail. Good evening. Thank you, Solange. You start with the November session of Parliament. Yes, Solange, the November session of Parliament opens tomorrow, Thursday, 12, 2020, at the National Assembly and the Senate. The session is dedicated principally to the examination of the 2021 state budget. Both houses will meet in the opening sessions at 11 and 4 p.m. respectively at the Yaoundé Conference Center. As has been the tradition, the session will be presided over at the lower house by the Speaker of the National Assembly, Kavaige Jibril, and at the upper house by Senate President Marcel Nya Chifenji. Electoral materials for the regional elections are ready and are being dispatched to ELECAM divisional agencies. This assurance has been given by the Director General of ELECAMS, Dr. Eric Esuse, who says anti-COVID-19 kits have been included in the packages. We have details of the story with Ebenezer Kanga. It has taken 3 weeks for 400 persons mobilized by ELECAM to package the electoral materials for all the 10 regions of the country. The Director General of Elections now wants to be sure that the electoral materials will get to the rightful destinations. The coming election will be full ready, and we congratulate all our collaborators for the good job they have done. Eric Esuse visited the pool in charge of packaging, the computer unit, and the Commission for Verification and Control. We ensure that the materials that are being sent here are verified. If there's any lack of documents, we make sure that we complete it before sending it down to the field. The Director General of Elections expressed satisfaction with the work done so far and galvanized his staff to remain mobilized to the end of the elections. He announced that voters' cards of the 2 electoral colleges are ready and their distribution will begin soon. Defense and security forces injured in the line of duties in the northwest and southwest regions and admitted at the Douala Military Hospital have been congratulated for their sense of sacrifice and devotion to serve fatherland. The words of encouragement and gratitude were extended to them by the Minister Delegate in charge of defense at the presidency, Joseph Betia Somo. The visit to the hospital marked the end of a joint security mission to the southwest and littoral regions of Cameroon. We have details of the story with Albert Njebonde. Maimed or bedridden are common to the Douala Military Hospital, which has received 1,346 injured from the escalation of violence in the northwest and southwest regions. From ward to ward, doctors explain to Joseph Betia Somo the situations which speak of the intensity of the battles ranging in the line of duty. But 3 of them get special attention. Blaise Tanye amputated both legs after stumbling on a landmine in Tinto. Then Ginyo Gi and Noga Hans shot on the head, while announcing evacuated to more appropriate medical facilities within and without the country. Joseph Betia Somo extends a message of gratitude and encouragement from President Paul Biya to the soldiers for risking their lives to save lives, a mission accomplished with honor and loyalty. Sandrine Nanga, a Cameroonian musical artist, will be realizing her first album titled Introduction this Friday. To this effect, a press conference was organized Wednesday at the Laboratoire Macas in Bastos. We have details with Lady Mama.
Sandrine Nanga, a young and talented artist, will be releasing her first album entitled Introduction this Friday in a live concert in Yaoundé. This album is made up of 10 songs with different genres of music such as gospel, bikutsi and Afrofusion. I just want to introduce myself with this project, this big project, which is the real first big project for me. The album, filled with emotion, features other artists such as Alex Dipanda, Ada Akendi, just to name these. Her songs have not been composed by her alone. Other artists have added their own touch in the production of this album. To this effect, Sandrine Nanga will thrill her fans with her angelic voice this Friday with her music band. You're watching the 6 p.m. edition. This is CRTV News. All of our Salzburg's players have tested negative to the coronavirus after 6 positive tests were initially reported in the squad. Back in the country, Lioness Augustin Jange has signed a 1-year deal with Ebolova Football Club, while Cotonsport player Even Gomo and Felix Uskin have joined the Lions Den. We have details of these stories with Clarisse. First time, Hervé Ngomo and Felix Okini are being called to the Lions' Den. They are stepping in to fill in the gap brought in by numerous absences noticed after the list published by head coach Antonio Conceição. They will be defending the national colors during the game opposing them to Zimbabwe and counting as qualifiers to the 2022 Africa Cup of Nations. They were spotted by Conceição as Cotonsport faced Panther of Ndé last November 1 during day 1 of the League One Championship. 31-year-old Cameroon international Augustine Jange Siliki put pen to paper to complete a 1-year switch from Anap Djerna to Ebolova Football Club. It is not the first time she is taking part in the local championship. In 2018, she played for Amazon FAP. Siliki was part of Cameroon's inaugural World Cup and Olympic participations in 2012 and 2015. She went on to participate in her second World Cup last year. Last season, Ebolova Football Club was not at their best performance, and the purchase of Siliki is surely a huge statement of intent. Salzburg has announced that no player has tested positive for the virus in the recent coronavirus testing. The statement comes a day after the club had said that 6 coronavirus cases had been detected. Salzburg said they completed another set of tests and all players were negative. Abigail, Angola is celebrating her Independence Day today. Yes, Solange. Today marks the 45th year of Angola's independence, a day that many people thought will not come to light. Since Angola's independence from Portugal, Angola has gone through various trials and tribulations to become Africa's political miracle. We have details of the story with Gladys Asu. Angola's journey stems from the 1400s, where established kingdoms were formed from the Kingdom of Congo and Dongo. In the latter years of that century, Portuguese sailors infiltrated the land and the name Angola was formed based on the title of the Dongo king, Ngola. The Angolan War of Independence started in 1961, but it was the uprising of 1974 that at last led to complete independence being won and recognized as the Popular Movement for the Liberation of Angola (MPLA) pronounced Angola's independence on November 11, 1975, the day the Portuguese left the capital. The Angola Independence Day is not just about celebrations, but it is about pride, remembrance, and strength for the Angolan nation. The day starts with special prayers for peace and progress of Angola, followed by a military parade. The nation honors all those who sacrificed their lives during the struggle against Portugal rule and colonialism, and remember all those who died in the Freedom War and subsequent clashes. Happy Independence Day, Angola. That story wraps the curtains of the 6 p.m. edition, where you've been in the company of myself, Joyce Abigail. Twilight continues with you, Solange. Thank you, Abigail, for You're coming. welcome.
Madame, Messieurs, nous allons tout de suite aller dans la région du Sud, précisément à Kribi, dans l'océan, puisque se tient là-bas la quatrième édition du Carrefour des métiers et de la Bourse de l'emploi du Sud. Dans un instant, s'il vous plaît. La bourse du livre, la bourse de l'emploi est donc ouverte depuis ce 11 novembre à la place des fêtes de Kribi, c'est dans le département de l'Océan. Pendant 2 jours, ce carrefour des métiers va donc rassembler un seul lieu, un peu plus de 500 participants, parmi lesquels les élèves des lycées et collèges, des étudiants des universités et grandes écoles. Pour en parler, nous avons notre correspondant permanent à Kribi, Salvatore Mbetcha. Bonsoir. Bonsoir, Solange Agnès. Solange. Bonsoir. Bonsoir, Salvador. Comment vous allez? Ah bah, ça va, on se porte bien. Comment va le Sud? Avec une journée qui a été bien ensoleillée, ça va, on se porte bien. Et la cité vibre au rythme de la 4e édition du Carrefour des métiers et de la Bourse de l'emploi. Alors, l'objectif, j'imagine, est de trouver des moyens de renforcer ce dispositif institutionnel de formation. Dites-moi, arrêtez-moi si je me trompe, quelles sont les innovations de cette 4e édition? Alors, parlant des innovations, il faut dire qu'il n'y a qu'une seule innovation, c'est la délocalisation, effectivement, de l'activité dans la cité balnéaire, puisque c'est une activité qui a souvent eu lieu au chef de la région du Sud, donc à Ebolova. Pour cette édition 4e, on a donc tenu à la délocaliser pour davantage rapprocher les chercheurs d'emploi de la belle cité de Kribi qui devient aujourd'hui le berceau de l'emploi à travers le port autonome de Kribi et bien d'autres structures qui sortent des terres pour davantage permettre aux jeunes de comprendre que Kribi, ville industrielle, est aujourd'hui le carrefour de l'emploi dans la région du Sud. Donc, il était donc question de mettre cette édition à Kribi pour mieux vanter et présenter les offres de formation et aussi les offres d'emploi aux chercheurs d'emploi. Justement, j'allais embrayer. Quelles sont les offres de formation proposées au cours de cette 4e édition? Alors, si tu le permets, Agnès Solange, avant bien sûr les offres, il faut préciser que le Carrefour des métiers et de la Bourse de l'emploi a été institué en 2012 et de la formation professionnelle. Et c'est une activité qui vise à rapprocher de manière significative les demandeurs d'emploi et de formation professionnelle des entreprises et autres promoteurs des institutions publiques et privées en charge de l'emploi et de la formation professionnelle au Cameroun. Alors, pour les offres, elles sont plurielles. Elles sont proposées ici par les entreprises du secteur portuaire, les agro-industries, les partenaires du MINEFOP, à savoir le FNE et le PIACI, sans oublier certains centres de formation qui viennent de Bolova, de San Melima et d'Ambam. Et leurs offres se résument aux différentes communications qui sont faites sur place. On a les objets d'art qui sont proposés, on a des concours même qui sont proposés ici aux jeunes. On a des écoles qui offrent des espaces de formation autour des activités, on va dire des métiers qui ont trait avec le port de Kribi. Voilà quelques offres qu'on a sous la main depuis ce matin ici au niveau de la place des fêtes de Kribi, le lieu même par excellence de la tenue de la 4e édition de la Bourse de l'emploi. Alors, près de 500 participants, parmi lesquels, on l'a dit dès l'entame de cette conversation, les élèves des lycées et collèges, les étudiants des universités, des grandes écoles, les chercheurs d'emploi, les travailleurs en quête d'un renforcement de capacité ou de conversation professionnelle. Il faut dire qu'il y a une forte participation de cette édition. Oui, il y a une forte participation, Agnès Solange. Vous savez, lorsqu'on parle aussi d'emploi, on a beaucoup de problèmes avec l'emploi dans notre pays aujourd'hui.
Et lorsqu'on ouvre une opportunité comme celle-ci aux jeunes, il y a donc forte raison qu'on les voit venir en nombre. Des fausses annonces dans les réseaux sociaux concernant les recrutements. Donc, ils sont venus donc nombreux prendre part à cette 4e édition du Carrefour des métiers pour avoir la bonne information des formations qu'on offre et surtout de l'emploi. Ça, il faut noter qu'il y a eu un point de presse en journée qui a permis même aux hommes des médias d'avoir assez d'informations pour communiquer dans leurs médias, dans les radios, afin que les jeunes ne soient plus bernés en termes d'emploi. Et ça, il faut quand même saluer cette initiative qui fait courir plus de 200 personnes, on l'a dit pratiquement 500 aujourd'hui à Kribi, pour ce rendez-vous de l'emploi et des affaires. Alors, c'est vrai qu'on a cité le type de participants tout à l'heure. J'ai envie de vous demander, en dehors de ces participants-là, est-ce qu'il y en a d'autres qui est véritablement concerné, monsieur tout le monde? Oui, monsieur tout le monde est concerné. Agnès Solange, il n'y a pas seulement que les chercheurs d'emploi, il y a même les travailleurs qui peuvent venir, pourquoi pas avoir d'autres infos concernant des métiers qu'ils ne maîtrisent pas. On va dire quand même qu'il y a des stands, comme le stand du ministère des Arts et de la Culture, qui est dressé ici, où on peut apprécier les objets d'art, où on peut voir des jeunes qui, à travers les routins, qui, à travers les objets de récupération, fabriquent des objets d'art qui sont intéressants, des objets qui, ma foi, fascinent et attirent. Et ça aussi, c'est de l'emploi, ça permet d'avoir des revenus, ça permet, pourquoi pas, de se mettre en activité. Donc, il n'y a pas seulement que ceux qui sont impliqués dans le marché de l'emploi. Monsieur tout le monde a sa place ici, à Kribi, à ce grand village du Carrefour des métiers et de la bourse de l'emploi qui réunit autant de monde, autant de curiosité, parce qu'il faut donc comprendre qu'à travers ceci, qu'on a beaucoup d'opportunités dans notre pays, le Cameroun. Les jeunes gagneraient, pour ceux qui n'ont pas fait le déplacement depuis aujourd'hui, gagneraient à venir voir, vivre cela de près, parce que c'est demain l'apothéose. Et j'espère que tout simplement qu'au sortir d'ici, on aura des jeunes qui vont, pourquoi pas, déjà prendre des contacts et prendre des rendez-vous pour des opportunités d'emploi, parce qu'on en a grandement ici à Kribi. Voilà, donc les opportunités, c'est par là que nous devons sortir. Mais vous avez déjà tout dit, Salvador Mbetia. Merci d'avoir participé. Merci pour votre contribution là-bas, dans le sud, précisément dans l'océan, à Kribi. Allez, c'est moi qui vous dis merci et bonne soirée à vous et bonne suite des programmes de Twilight. Merci. Jean-Lambert Nan, journaliste principal, éditorialiste, auteur du livre Desperate Football House, 6 mois dans l'enfer de la FECAFOOT. Nous le retrouverons dans un instant. Nous faisons peau neuve dans cette édition de In Vitro. Le soin corporel et particulièrement celui du dos est au menu de cette édition. Ici, comme vous l'avez dit en introduction, nous sommes dans la salle de contrôle des préservatifs. Nous faisons un contrôle de la conformité de la qualité des préservatifs masculins et féminins. Nous allons appliquer du miel qui est très riche en nutriments. Comment est-ce que se porte ce métier à présent, ce métier de bijoutier ici au Cameroun? Actuellement, ce que je peux vous dire, la bijouterie, ça ne marche plus. Ce travail consiste à traiter toutes les dégradations, que ce soit les nids de poules, que ce soit les fissurations ou les affaissements. Le principe est simple, il faut que je mouille d'abord les 2 cylindres. Quand je finis de mouiller les 2 cylindres, c'est pour que quand je passe, on ait une route déjà ouverte à la circulation après mon passage.
CRTV News, ici, toute l'info. L'instance fêtière du football camerounais sur le grill des Spirit Football House, 6 mois dans l'affaire de la Fédération camerounaise de football. L'ouvrage nous replonge donc dans le dédale d'un labyrinthe sans issue apparente. Et c'est l'auteur Jean-Lambert Nan, invité de Café d'auteur demain jeudi, qui est donc notre invité ce soir pour réveiller encore cet ouvrage paru, et il faut le dire, en 2008, autant pour moi. Voilà. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être invité par des enseignants de haut vol pour parler de cet ouvrage qui est sorti en 2008, comme je le disais? Déjà, d'être l'invité de la CRTV, c'est beaucoup de nostalgie qui réapparaît. Je suis parti d'ici en 2006 pour plonger dans un autre univers que celui pour lequel j'avais été formé, c'est-à-dire le journalisme. Et la carrière qui avait été la mienne, essentiellement consacrée aux commentaires du fait sportif. Puis, je suis tombé comme un cheveu dans la soupe de la FECAFOOT en 2006. Je n'y ai passé que 6 mois. Et voilà, lorsque j'ai retrouvé ma liberté, j'ai commis cet ouvrage, Desperate Football House, qui raconte un peu les 6 mois que j'ai passés à la FECAFOOT. Maintenant, le centre de recherche sur le droit, l'économie et la politique du sport de l'université de Yaoundé de SOA m'a fait l'invitation d'aller reparler de ce livre. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que je le saurai demain, mais il n'y a pas de parallèle à faire avec l'actualité. Oui, parce que j'ai été invité il y a 4 mois en plein Covid. Et on avait donc repoussé tous les événements qui devaient se tenir. Et il y a quelques jours, ils m'ont relancé. J'ai accepté volontiers cette invitation. C'est un cercle de chercheurs de haut vol, comme vous avez dit, présidé par un professeur Thérèse Atangana Malonguet. Et eux seuls, jusqu'ici, savent pourquoi ils m'ont invité. Je dois dire qu'ils ont mis en place une grosse structure d'organisation avec des notes de lecture qui seront faites par des docteurs en droit. Et la CRTV sera conviée, naturellement. Naturellement. D'avoir une autre vue de mon livre 12 années après, je ne peux pas vous dire que ça ne me couvre pas de tract. Ah, ok. Ça ne vous couvre pas de tract, d'autant plus que, essayons de parler véritablement de ce livre. Vous sortez ce livre donc en 2008, 6 mois après votre départ de la FECAFOOT. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai été candidat à l'appel à candidature pour occuper un poste laissé vacant par un directeur général de nationalité française, Patrick Fraîcheur, qui avait démissionné. Bon, et puis... Donc vous êtes le deuxième à occuper ce poste? J'étais le deuxième à occuper ce poste qui a disparu par la suite. Oui. Parce que à la FECAFOOT, on ne comprenait pas qu'il puisse exister un directeur général qui soit libre de tous ces mouvements. Oui. Ils sont donc rentrés à la vieille orthodoxie du secrétaire général qu'ils peuvent manipuler à volonté en lui dictant la conduite à tenir. Mais ce n'était pas ça le souhait de la Fédération internationale de football association, la FIFA, lorsqu'elle instituait le poste de directeur général dans les fédérations nationales, justement parce qu'elle avait constaté que le secrétaire général était un peu le caniche du président de l'association nationale. Il fallait véritablement donner des pouvoirs au directeur général pour qu'il puisse diriger l'association nationale loin de toutes les petites velléités des administrateurs. Et donc, lorsque je pars, j'ai rassemblé, malgré moi, un certain matériau qui m'a permis d'écrire ce livre. Et je me suis senti un peu obligé d'avoir à l'écrire. Oui. Parce que chacun de nous, d'ailleurs, là où il est, devrait relater
la vie qu'il vit, qu'il mène dans le milieu où il est. Malheureusement, nous ne sommes pas une société de l'écriture. Nous persévérons sur la voie de l'oralité, mais moi, peut-être que j'ai été aidé en cela par ma formation, par mon cursus. Je suis littéraire, je suis journaliste, et puis j'étais journaliste en charge des questions sportives à la CRTV. Cela m'a peut-être facilité et l'écriture et l'appréhension des choses. Alors, ça fait 12 ans, quand on parcourt le livre, on a l'impression que ce livre est sorti hier. C'est pas par ma faute, hein. C'est pas par ma faute. C'est par l'enchevêtrement. J'ai envie de vous demander, depuis que vous êtes parti de la FECAFOOT, vous avez l'impression que les choses ont bougé, ont changé? Je me suis coupé de la FECAFOOT. Vraiment, j'ai fait le deuil des milieux sportifs camerounais. Mais de temps en temps, comme c'est une maison en perpétuelle ébullition, comme c'est elle qui fait l'actualité, tous les jours, lorsqu'on regarde la télé, lorsqu'on ouvre la radio, on est face à la FECAFOOT. Et donc, est-ce qu'on pourrait remettre ce livre au goût du jour? Certainement, parce qu'il me semble qu'en ce moment, de ce côté-là, il y a des bisbilles entre FECAFOOT, Ligue de football professionnel, ministère des Sports, FIFA et tribunal arbitral du sport. Donc, ce livre explique pourquoi il n'y a pas de paix dans cette maison et pourquoi il n'y en aura jamais. C'est pour ça que le titre est Desperate Football House. C'est une maison hantée. Bon, de l'extérieur, on ne voit que l'écume, on voit les championnats qu'on organise, on voit les lions indomptables qui, heureusement, sont l'arbre qui cache la forêt. On croit que tout va pour le mieux. Et lorsqu'il y a un peu de grains de sable qui se glissent dans la machine, les gens se disent, mais sacré FECAFOOT. Donc, pour comprendre pourquoi cette guerre perpétuelle, pourquoi elle va de crise en crise, pourquoi la FECAFOOT ne vit d'ailleurs que de crise, il faut lire ce livre. Alors, justement, deux directeurs généraux depuis la création même de la FECAFOOT. Vous avez cité d'ailleurs tout à l'heure Patrick Pêcheur. Oui. Et vous-même, est-ce que vous avez l'impression que les deux directeurs généraux testés, ce poste doit revenir en fait? Est-ce qu'il faut absolument... Il faut passer par le directeur général pour recadrer les choses? La FIFA propose des suggestions. Oui. C'est à l'association nationale d'adopter ou de ne pas adopter. Ce n'est pas des instructions martiales, non, ce n'est pas une armée qui impose une volonté. Et donc, la FECAFOOT, lorsqu'il est arrivé qu'on mette en place ce poste de directeur général, il a vu tout le bien qu'il y avait à avoir un directeur général. Mais le poste de directeur général donne tellement d'autonomie, de mouvement au directeur général qu'il casse un peu les bras des administrateurs de la FECAFOOT qui ne sont plus là que pour venir décider de la conduite des choses, mais qui ne gèrent pas au quotidien, qui ne gèrent plus au quotidien la Fédération camerounaise de football. Ils ne peuvent pas l'accepter. Ils ne peuvent pas l'accepter parce que c'est leur retirer un gros pan de ce qu'ils considèrent comme leur pouvoir, de ce qu'ils considèrent comme leur droit inaliénable, simplement parce que ce sont eux qui élisent le président de la fédération. C'est un véritable capharnaüm. Hein. Il n'y a pas... vous avez beau entendre le président de la FECAFOOT, premier vice-président, deuxième vice-président, mais en vérité, c'est un orchestre où il n'y a pas de chef d'orchestre. Parce qu'ils se tiennent, comme les souris dans un... Même les présidents qui se changent, normalisation, Tombi Aroko, normalisation encore avec Capi, normalisation plus. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, moi j'ai le sentiment, après avoir vécu tout cela, que la FIFA est complice. La CAF même est complice. Le gouvernement camerounais lui-même est complice, hélas. Parce qu'il n'y a que les instances faîtières que je viens de citer, FIFA, CAF, qui peuvent dire stop, la récréation est terminée. Mais le gouvernement lui-même s'est tellement engagé dans la pourriture ambiante à la FECAFOOT qu'il ne peut pas parler d'autorité. Il ne peut plus parler d'autorité. D'ailleurs, il y coule tellement d'argent que tout le monde met la main. Oui, c'est l'argent. Quand on lit le livre, tout le faux qui se passe à la FECAFOOT, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour en extorquer, c'est pour en produire, c'est pour corrompre.
c'est pour acheter des voix, c'est l'argent qui fait la FECAFOOT, qui est le nœud gordien de tous les problèmes à la FECAFOOT. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec la Ligue professionnelle de football, on n'arrive pas, on tranche, on rétablit, on continue à faire comme non, si... Non, la Ligue est un caillou dans la chaussure de la FECAFOOT. La Ligue... Entre-temps, les championnats sont bloqués. Oui, non, le football, quand on lit ce livre, on finit par comprendre que le football n'est pas la préoccupation essentielle de la Fédération camerounaise de football, qui a pour objectif, pour mission principale, accélérer son développement. Mais le football passe. Combien de fois on est passé à côté de, même pas à côté, on a été suspendu par la FIFA de toute participation à des compétitions de football. Ça laissait les gens de la FECAFOOT à 37. Ce n'est pas leur problème, le football. Leur problème, c'est ce que produit le football et qui est un peu leur gagne-pain, leur quotidien, leur raison d'être, leur raison de vivre. En vérité, le football, c'est pour ça que j'ai toujours dit que ces gens, ils tuent la poule aux œufs d'or. Bien managé, la Fédération camerounaise de football serait une industrie. Mais malheureusement, Pourquoi vous n'êtes pas resté Parce que j'ai été menacé, y compris jusqu'à mon intégrité. Je recevais des petites notes de ma secrétaire qui me disait « Ne buvez même plus l'eau de votre frigo parce que des gens rentrent dans votre bureau quand vous n'êtes pas là. » Ils sont prêts à tout. Bon, moi je croyais vraiment qu'ils étaient prêts à tout jusqu'à défier le bon sens, c'est-à-dire ce livre. Quand je l'ai écrit et qu'ils en ont été informés, ils ont dit qu'ils allaient porter plainte. Ils allaient même interdire sa parution. Mais en vérité, tout ce que je dis là, c'est leur miroir. C'est leur miroir et ce n'est pas en cassant le miroir qu'ils changeraient de visage. Donc, ils ont compris qu'il valait mieux que cela se sache, que cela se dise, mais ils en ont pris un sacré coup. Malheureusement aussi, ils ne changent pas. Quand on parcourt justement le livre et quand on vous écoute, on a l'impression que vous en avez vraiment après la FECAFOOT. Non, je n'ai pas après la FECAFOOT. Moi, j'aime mon pays. Oui. Et si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est grâce au football de mon pays. C'est à travers le football de ce pays qu'on sait désormais sur une carte, quand on est à Kuala Lumpur, où se trouve le Cameroun sur une carte d'Afrique, sur une map monde. C'est grâce au football. J'ai vécu grâce au football. J'étais commentateur sportif à la CRTV, j'ai effectué toutes les missions grâce à mon directeur général et grâce au football, j'ai pu me construire une vie. Je ne peux donc pas comprendre que ce football qui est notre carte d'identité à travers le monde soit ainsi foulé aux pieds, maltraité, vitupéré par des gens qui en sont les premiers bénéficiaires. Alors, revenons un peu sur justement votre carrière. En 90, vous savez que c'était la participation des Lions indomptables. Je vous vois venir. Au quart, qui ont donc été jusqu'au quart de finale et non plus jamais franchi le premier tour depuis ce mondial-là. Qu'est-ce que la FECAFOOT devrait normalement faire pour... Non, le football comme l'argent n'aime pas le bruit, n'aime pas les affaires. Le football aime la sérénité, la bonne organisation. L'incurie, l'impéritie... Est-ce que c'est la faute de la FECAFOOT aussi? Non. Les joueurs, moi je connais des joueurs professionnels qui n'acceptent pas de venir en équipe nationale du Cameroun. N'est-ce pas? Parce que le cas de Matip est là. Ils disent, je ne vais pas aller dans cette gadoue. Je ne suis pas sûr des lendemains. Je ne suis pas sûr que l'on me paiera le billet retour pour retrouver mon club. En fait, c'est une sorte d'incertitude. C'est l'incertitude permanente pour quiconque s'aventure. Mais il y a aussi, et c'est notre grande chance, les footballeurs camerounais aiment viscéralement le Cameroun. Ils aiment leur pays. Ils aiment disputer les matchs au nom de leur pays. Lorsque l'hymne national résonne, ces gars oublient tous les problèmes que leur pose la FECAFOOT. Et c'est un peu notre chance. C'est ça qui fait... D'ailleurs, on l'a si bien qualifié, le président de la République a appelé ça le fighting spirit. C'est ce fighting spirit qui est exploité et encore exploité. On va exploiter par les dirigeants de la FECAFOOT pour essayer de donner l'impression que ça marche, dans la maison du football. Et des joueurs qui pourraient nous apporter davantage lorsqu'ils regardaient aujourd'hui FECAFOOT, Ligue de football professionnel,
en querelle. Ça ne rassure pas les joueurs. Et du coup, il n'y a pas de championnat et nous avons le CHAN. Et il y a voilà, quand je vous disais que ces gens n'ont aucune notion de patriotisme, vous voyez à quel moment ils viennent créer la querelle inutilement à 2 mois de la participation de notre pays à une compétition qu'il organise. Et vous pensez que les joueurs qu'on va appeler dans l'équipe nationale A' seront en possession de tous leurs moyens physiques et mentaux pour participer à une compétition, ce serait pas fut-elle organisée par le Cameroun? Elles n'ont pas de match dans les jambes. Oui. La solution de raccourci était de remplacer l'entraîneur, mais l'entraîneur vit dans un microcosme, dans une ambiance. Si cette ambiance est polluée, la préparation le sera forcément. Alors, qu'est-ce que vous proposez en tant que... Moi, je n'ai rien à proposer. Je fais des constats. Je fais des constats. Des questions sportives, quand même, depuis des années. Vous avez votre touche personnelle. Qu'est-ce que vous pouvez, vous, écrivain, maintenant, proposer une piste? Nous sommes à 2 mois, de 2 mois même. J'ai fait des propositions dans ce livre. J'ai dit que c'était illusoire. Les victoires que nous remportons sont illusoires. Et que si nous continuons de nous comporter comme nous le faisons là, nous ne remporterons plus jamais de titre. N'est-ce pas? La solution est dans le livre. Oui. C'est quoi? C'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance n'est pas que politique. La bonne gouvernance interpelle les milieux les plus divers, le milieu du sport davantage, parce que pour battre l'équipe d'en face qui s'est préparée pendant 30 jours, si vous ne vous êtes préparé que pendant 2 jours, l'équipe d'en face, fût-elle composée de manchots, va vous battre. Ça, c'est clair. En football, ça ne trompe pas. Et donc... comment on peut rattraper la situation actuelle? Elle est désespérée. Elle est désespérée si les uns et les autres continuent d'afficher les attitudes qui sont les leurs, à chercher à couper la tête à tel plutôt qu'à améliorer ce qui est fait ici. On court dans le sac, comme on dit trivialement, et c'est dommage parce que en matière de footballeurs, le Cameroun est nanti. En matière le gouvernement dépense énormément d'argent, des milliards pour préparer une compétition. Regardez à quelle vitesse nous avons construit les stades. En période de crise, nous avons élevé des stades qui passent pour les plus beaux du continent africain. Donc, le problème est à la FECAFOOT. Et ce n'est pas en remplaçant tous les 4 ans un président qu'on résoudra le problème. Le problème, c'est que le président qui arrive, très souvent, il est quelqu'un du cru. Il a été dans la maison FECAFOOT, il a participé à toutes les magouilles. Et quand il passe président, en fait, il est perpétué pour se mettre lui-même en valeur au lieu de penser à sortir le football de cet enfer-là. Et bien, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite... Je crois que c'est un sujet sérieux, oui. Surtout en ce moment où... nous allons organiser le CHAN. Oui. Moi, j'écoute les radios étrangères, tous les jours on parle de CHAN. Est-ce que les dirigeants fédéraux sont tout autant que nous, tout autant que ceux qui vont venir, pénétrés de la défense de l'image, de la promotion de l'image de notre pays? Parce que quand on dit football au Cameroun, c'est toujours en termes de bagarre. Ce n'est jamais en termes... Il y a longtemps qu'on parlait du Cameroun en termes de victoire. Mais nous-mêmes, nous avons mis du savon sur la planche sur laquelle nous étions posés. Le flanc. Et voilà, maintenant, nous ne pouvons plus rien gagner, ni sur le plan national, ni sur le plan continental, et encore moins sur le plan mondial. Et donc, ce n'est pas à moi de leur proposer des solutions. Ils les connaissent, mais ils sont dans un autre univers. Relire, rééditer le livre ou le... les conclusions de ces livres qui sont, ma foi, pertinentes. J'ai eu l'occasion de parcourir un tout petit peu. Alors, moi, je vais inviter les téléspectateurs qui certainement suivent ces débats et qui souhaitent en savoir davantage. De venir demain à Soa, à l'université. C'est un grand honneur d'être invité par un cercle aussi sérieux que le CERDEPS. C'est dire si le fait sportif intéresse l'intelligentsia, les intellectuels. Peut-être qu'ils sont animés par les mêmes préoccupations. Très préoccupés par
les scandales récurrents à la Fédération camerounaise de football, avec le CHAN, très préoccupé. C'est grand et voilà. Rendez-vous sportif que nous attendons tous, mais on voit bien comment les stades continuent de rester vides, etc. Donc peut-être animé aussi par tout cela en tant que patriote, instinct patriotique. Je ne vous le fais pas dire. Alors rendez-vous à soi demain, c'est ça? 14h. Ce sera donc dans le cadre de café d'auteur, c'est cela? Oui, café d'auteur. Vous serez invité, vous avez parlé de ce livre. Je rappelle que c'est depuis 2008 que c'est. Et j'ai soif d'entendre les notes de lecture qui seront faites par des docteurs en droit. Voilà, c'était donc... Parce que ce livre, en matière, comporte plusieurs volets. Il y a le volet juridique, il y a le volet du droit, il y a le volet politique, il y a le volet même de l'économie, il y a le volet de la gouvernance, le volet du management d'une entreprise. Je crois que chacun, s'il s'y tient, peut y trouver son compte. Merci beaucoup, Jean-Lambert Nan, auteur du livre... C'est moi qui vous remercie. Desperate Football House, 6 mois dans l'enfer de la FECAFOOT. Il est donc journaliste principal et éditorialiste. Merci d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie. Le débat se poursuit dans un instant. Nous allons parler donc de la conservation de nos singes, nos grands singes, pour parler de faune et de forêt dans un instant, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition de CEMAC News. Les institutions financières interconnectées pour une interopérabilité dans les transactions financières en zone CEMAC. Le 7e contingent du genre, conduit par le colonel Zameyomba Richard, reçoit du plénipotentiaire du chef des forces armées le drapeau et les étendards à faire rayonner à la République sœur de Centrafrique. En prélude à cette édition 2020, le directeur régional UNESCO Afrique centrale, Salah Khaled, a réuni autour d'un échange virtuel jeunes artistes, influenceurs et artistes de la paix. Objectif, préserver la paix. Recevoir le redouanement, d'harmoniser, de faciliter et de clarifier les procédures. Fini les intermédiaires et la paperasse jusque-là, cauchemar des usagers. Il s'agit plus d'aller dans une espèce de jungle normative. Vous avez un seul instrument qui vous permet de voir plus clair en ce qui concerne les procédures de dédouanement. Cette infrastructure d'intégration régionale fait partie des projets prioritaires du nouveau partenariat africain pour le développement, NEPAD. Les prix des produits agricoles exportés par les 6 pays de la zone CEMAC sont en baisse de 7,6% au deuxième trimestre 2020, contre-performance qui peut s'expliquer par les restrictions imposées par la pandémie. CRTV News, ici, toute l'info. Bienvenue à votre magazine de santé par les aliments. Riche en magnésium et en phosphore, l'arachide, encore appelé cacahuète. Et la grosseur maintenant aussi détermine en quelque sorte certaines variétés, mais l'essentiel c'est les nutriments. Toutes ces variétés-là procurent les mêmes nutriments. Découvrez quelques astuces de nettoyage rapide et économique pour retrouver une semelle toute neuve. Les recherches ont prouvé que les feuilles de manioc permettent déjà de baisser le taux de sucre. Donc tous ceux qui sont hyper tendus, les feuilles de manioc sont idéales pour eux. Déjà parce que les feuilles de manioc contiennent la vitamine C. La vitamine C, c'est une vitamine déjà antioxydante. Solange adore le zome accompagné de feuilles de gombo. Elle nous donne les détails de la préparation de ce plat. Regardez, on se retrouve juste après. Mon mets préféré, c'est le plat de zome accompagné des feuilles de gombo. De l'eau bouillante, déposez vos pâtes. Je vais prendre ma papaye que je vais diviser en demi-lune. Je vais prendre mes pois que je vais fendre en quartier. Retrouvez-nous tous les vendredis à 11h11 sur CRTV News. CRTV News, ici, toute l'info. 13
Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Carré Social. À la une, lutte contre les maladies prostatiques au Cameroun, une campagne de dépistage de ces maladies. Comment se faire détecter? Ça signifie qu'à partir de 40 ans, pour des sujets dont un membre de la famille a eu à développer un cancer, il est préférable de passer voir un médecin. Les causes peuvent être multiples. La couleur verte est la couleur la plus présente dans la nature, n'est-ce pas? On l'associe à l'espoir et à la chance. Toujours ce 17 novembre, le monde célèbre la journée mondiale du souvenir de la circulation routière. Placée sous le thème « La vie n'est pas une pièce de rechange de véhicules ». CRTV News, ici, toute l'info. Parlons à présent de la conservation de notre faune et ce sera avec deux responsables en charge de cela. Il s'agit de Roméo Fopa, assistant technique à l'Alliance GISAC, c'est cela? Et puis de l'autre côté, Aimé Manfred Epanda, qui est le président de Tropical Forest and Rural Development. C'est ça. Bienvenue messieurs. Alors, la forêt a quel problème en ce moment? Bon, la forêt a toujours été très calme, mais il y a toujours des problèmes qui viennent parce que il y a, disons, n'est-ce pas, l'exploitation, il y a d'autres intérêts, n'est-ce pas, qui arrivent et qui causent des problèmes effectivement. Alors vous organisez un forum de promotion de la conservation communautaire des grands singes du bassin du lac Tchad, du bassin du Congo, autant pour moi. C'est d'ailleurs la raison de votre présence sur ce plateau. Est-ce qu'il y a péril dans la demeure pour organiser tout un forum sur la question? C'est très important, madame. Il est question de donner la voix à la société civile camerounaise et celle de l'Afrique centrale, n'est-ce pas, sur ces questions de protection des grands singes et aussi aux communautés locales, n'est-ce pas, où habitent ces grands singes. Parce que il est clair que les grands singes, n'est-ce pas, sont dans les forêts et à côté de ces grands singes, il y a des habitants. Justement, j'allais demander quels sont les grands singes ont quel problème en ce moment? Ils sont pourchassés, ils sont exagérément tués? Les scientifiques disent que depuis de 1990 à ce jour, n'est-ce pas, il y a environ 77%, n'est-ce pas, des grands singes, il y a une diminution. Et on parle, n'est-ce pas, d'une population de 17 000 individus, n'est-ce pas, en 1990, et aujourd'hui on est à 4 000. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Alors vous proposez, Roméo Fopa, vous proposez de résoudre ce problème comment? Déjà, comme le président de Tropical Forest a dit, les grands singes, n'est-ce pas, sont en péril d'extinction. Plusieurs menaces pèsent sur elles. Il y a le braconnage. Il y a l'exploitation forestière, n'est-ce pas, qui détruit les habitats. Il y a la crise, n'est-ce pas, avec le coronavirus, qui est également d'autres crises comme Ebola, qui a décimé une population importante. Il y a le coronavirus qui est également là, qui pèse également, qui menace aussi cette population. Alors, comment est-ce que nous proposons les stratégies pour protéger, n'est-ce pas, ces grands singes? Je ne comprends pas en quoi est-ce que le coronavirus dérange les singes. Vous connaissez, il y a les questions des zoonoses, les zoonoses qui sont, n'est-ce pas, voilà, les maladies qui peuvent être transmissibles entre gorilles, particulièrement les gorilles et les humains. Donc voilà, les scientifiques disent aussi également les grands singes peuvent être, n'est-ce pas, ils peuvent potentiellement être des porteurs, n'est-ce pas, de ces maladies-là. Également les populations locales qui sont à la périphérie des aires protégées où vivent ces gorilles peuvent également, n'est-ce pas, des modes de transmission du corona, n'est-ce pas, aux gorilles, parce que les populations partagent le même territoire avec les gorilles. Donc il y a cette possibilité de transmission, n'est-ce pas, de la maladie des hommes vers ces animaux-là. Alors, c'est une première au Cameroun, c'est la première fois que vous organisez un tel forum? Effectivement, nous considérons cela comme une innovation où on a la possibilité de donner la voix, n'est-ce pas, aux ONG de la société civile, de donner la voix aux communautés locales, aux initiatives locales, n'est-ce pas, dans ce domaine.
On a toujours observé, n'est-ce pas, même dans les villages, on sait que c'est les Blancs qui s'occupent des grands singes. Mais il y a la société civile camerounaise qui travaille avec les communautés. Alors, quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, là, vous ne laissez pas l'affaire aux Blancs, comme vous dites? Vous avez décidé de vous en occuper vous-même. Pourquoi? Effectivement, il y a beaucoup de travaux qui ont déjà été faits. Nous venons présenter, n'est-ce pas, l'ensemble des travaux qui ont été faits par un certain nombre d'organisations de la société civile au Cameroun, au Congo démocratique, au Congo-Brazzaville, n'est-ce pas, au Gabon, qui portent, n'est-ce pas, sur les questions, n'est-ce pas, de préservation, de protection de ces populations de grands singes. Alors quand on parle de grands singes, notez bien qu'on parle du gorille, du chimpanzé, c'est ça, non? Du bonobo. Du bonobo, etc. On en trouve encore dans la forêt équatoriale. Il y en a. Comme je dis, il y a encore environ 4000 individus, pour ce qui est seulement des gorilles de plaine. Et je pense qu'à la périphérie de la réserve de biosphère du Dia, n'est-ce pas, dans les territoires même du parc de la périphérie, n'est-ce pas, ce n'est pas encore la réserve elle-même. Il y a encore, n'est-ce pas, ces espèces qui sont là et qui partagent le territoire avec les communautés. Alors comment vous allez faire? Quel est votre plan d'action pour remédier à cette cohabitation, à cet état de fait que vous dénoncez? C'est très important d'y penser parce que jusqu'ici, les questions de braconnage, n'est-ce pas, on a continué à lutter contre le braconnage, mais le braconnage continue, les espèces diminuent. Il faut donner la voix aux communautés. Ça, c'est important. Donner la voix aux communautés, comment? Il faut donner la voix aux communautés, il faut les impliquer, n'est-ce pas, dans la protection de ces espèces. Il faut que les villageois regardent l'animal pas comme une viande à manger, mais plutôt comme un voisin, c'est cela? Effectivement. Comment cela peut se faire? Il s'agit de changer la perception de ces communautés afin qu'ils ne continuent plus à considérer le gorille, n'est-ce pas, comme la viande, mais comme une espèce, n'est-ce pas, qu'il faut protéger. Et comment vous procédez? Vous allez de maison en maison, vous organisez des forums, vous faites quoi? Des rencontres? Si je prends par exemple ce livre, n'est-ce pas, qui a été utilisé, n'est-ce pas, pour faire des sensibilisations au Cameroun et dans d'autres pays en Afrique centrale. Ici, il s'agit à travers ce livre de démontrer à l'enfant, c'est dans les écoles, n'est-ce pas, qu'il est utilisé, que le gorille a un père. Le gorille, n'est-ce pas, a une mère. Le gorille a son grand-père, sa grand-mère et son neveu, n'est-ce pas, sa nièce. Et qu'à l'enfant, on te pose la question de savoir est-ce que tu voudrais qu'on tue ton grand-père ou ta grand-mère? Et là, il réagit immédiatement. Et cela crée directement en l'enfant un désir, n'est-ce pas, de protéger et de comprendre qu'il a aussi une famille, je parle du gorille, et qu'il est important, n'est-ce pas, qu'il continue. Parce qu'on sait que les gorilles, n'est-ce pas, font partie de la chaîne alimentaire, la chaîne de reproduction au niveau de la forêt. Il y a des arbres pour lesquels les fruits ne peuvent pas, une fois passés dans le tractus, n'est-ce pas, des gorilles ou des éléphants ou des autres espèces, n'est-ce pas, peuvent se reproduire rapidement. Alors quel est l'objectif visé par un tel forum? Un tel forum, il faut sensibiliser, n'est-ce pas, partager la connaissance qui existe actuellement sur la conservation communautaire. Qui sera participant? Et là-bas, normalement, il y a tous ceux qui travaillent sur les grands singes. Il y a les communautés locales qui seront présentes. Il y a, n'est-ce pas, des bailleurs de fonds, n'est-ce pas, qui seront là. Il y a les administrations en charge des forêts et de la faune, n'est-ce pas, qui vont être présents. Et même à distance, ceux qui sont des autres pays de l'Afrique centrale, où il y a des organisations, n'est-ce pas, qui travaillent dans le cadre du réseau, elles seront, n'est-ce pas, informées sur l'ensemble. Alors, quel est vos rapports avec le gouvernement camerounais qui a déjà d'ailleurs poussé dans ce sens? Est-ce que vous travaillez en synergie? Le gouvernement camerounais a été très favorable. L'occasion pour moi de remercier monsieur le ministre en charge de la faune et des aires protégées, n'est-ce pas, qui a autorisé, n'est-ce pas, que ce forum se tienne au Cameroun. Et en même temps, n'est-ce pas, pour tout ce qu'il a toujours fait, n'est-ce pas, dans la protection des grands singes. Au Cameroun vient de ratifier, n'est-ce pas, toute une convention sur la protection des grands singes. Et c'est tout à l'avantage, n'est-ce pas, de tout le travail qui a été fait, n'est-ce pas, à travers les organisations de la société civile. Alors, monsieur Roméo, il ne faut pas, en tant que technicien, vous allez certainement sur le terrain. Qu'est-ce que vous dites aux parents? Parce que là, il parlait d'enfants, c'est plus facile quand on est encore enfant de comprendre que le singe, le chimpanzé a un père, une mère comme nous. Mais aux parents, comment
vous procédez? Comment vous faites pour dire aux parents, aux pères de famille, que le singe, le chimpanzé ne doit pas forcément être un repas du soir? Vous savez, la méthodologie avec les enfants et les parents, n'est-ce pas, elle est différente. Avec les parents, c'est plus, n'est-ce pas, créer des opportunités de revenus, d'opportunités de revenus à travers les ressources qu'elles ont autour, n'est-ce pas, des forêts qui les entourent, pour qu'elles comprennent qu'on il y a plus à gagner en valorisant les ressources forestières et ligneuses qui sont là, n'est-ce pas, que de faire le braconnage de la viande de brousse. Donc les parents, c'est créer des opportunités, c'est valoriser les ressources qui sont disponibles pour qu'elles aient un gain supérieur, n'est-ce pas, au trafic à l'avantage du trafic qu'elles pourraient faire avec ces espèces. J'imagine que vous avez déjà engagé un travail sur le terrain. Est-ce que les parents sont réceptifs à cette idée? Oui, l'Alliance GESAC, c'était un réseau déjà, n'est-ce pas, d'acteurs de la société civile présente dans 4 pays. C'est le Cameroun, c'est le Gabon, c'est les 2 Congos. Et elle englobe, aujourd'hui, il y a 7 organisations qui sont membres. Donc au Cameroun, il y a 3 organisations. Il y a Tropica Forest, il y a Sekako qui travaille dans la forêt des Beaux, il y a Erodef qui travaille pour la protection des gorilles de Cross River, n'est-ce pas, au sud-ouest. Au Gabon, il y a Programme, en RDC, il y a Easy Congo, il y a Boumontou et Gasset de l'autre côté. Donc ces organisations, au quotidien, sont sur le terrain avec les communautés locales pour, n'est-ce pas, trouver des opportunités économiques, avec les opportunités économiques qui sont disponibles dans leur territoire en fonction, n'est-ce pas, de la disponibilité, des avantages que chaque pays représente. Je prends par exemple l'exemple de peut-être de Tropica Forest, n'est-ce pas, qui a développé une chaîne économique, une chaîne de valeur économique autour du cacao, transformé en beurre, en huile, n'est-ce pas, vendu par les communautés locales, n'est-ce pas, pour améliorer leurs revenus. Au Gabon, par exemple, Programme fait l'habituation, n'est-ce pas, des gorilles. Donc, ils ont habitué les gorilles et ils font de l'écotourisme avec les gorilles. Ça leur permet d'avoir des revenus. C'est un vaste programme, n'est-ce pas, que ces organisations mènent au quotidien avec les communautés locales pour changer déjà leur perception, pour améliorer leurs revenus et il faut, n'est-ce pas, avoir les résultats. Et quels sont les résultats sur le terrain? Les résultats sur le terrain, déjà, c'est le changement des perceptions. Oui. C'est visible. C'est visible. Il y a moins de braconnage alors? Il y a moins de braconnage au fur et à mesure. Il y a moins de braconnage. On continue les sensibilisations, on continue les activités. Et voilà, on espère. C'est une vision aussi. C'est une vision, n'est-ce pas, à terme, justement, de pouvoir protéger ces espèces de gorilles. Donc voilà. Ok, c'est tout le bien que nous vous souhaitons sur Toilette. Messieurs, nous revenons dans une dizaine de minutes. Le temps, vous le voyez bien, il est 19h de s'informer. Et c'est avec Nadia Amana qui est déjà là. Bonsoir Nadia. Bonsoir Agnès Solange. Parlons tout de suite de la session budgétaire qui s'ouvre demain 12 novembre à l'Assemblée nationale. Les élus au Sénat et à l'Assemblée nationale seront à leur 3e session ordinaire de l'année législative 2020. Les travaux seront essentiellement consacrés sur l'étude et à l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2021. Pour l'ouverture de cette session, le président de la Chambre basse, Kavaye Djibril, et Michel Meva-Meboutou du Sénat ont conjointement signé un communiqué invitant les élus du peuple à prendre les dispositions pour la réussite de cette session. Dans la suite du journal, la communauté internationale célèbre le 14 novembre prochain la journée mondiale du diabète. La pathologie se traduit par une augmentation du taux de sucre dans le sang. Il existe plusieurs formes de diabète, des diabètes de type 1, 2 et gestationnel, que nous présente notre reporter Maïmouna Mohamedou Nadia. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le diabète touche plus de 420 millions de personnes dans le monde. C'est une maladie qui correspond à une élévation anormale de la glycémie définie par le taux de sucre dans le sang. Cette augmentation de la glycémie peut provoquer à plus ou moins long terme des lésions de différents organes comme les yeux, les reins, les nerfs et les vaisseaux sanguins. On en distingue ainsi plusieurs formes. Le diabète de type 1, appelé diabète insulinodépendant, habituellement découvert chez les personnes jeunes. Ce sont des patients qui vont voir leur zone qui produit l'insuline au niveau de leur pancréas être complètement détruite. Donc il n'y a plus d'insuline. Et là, ce sont des enfants qui vont nécessiter donc un suivi avec l'insuline à vie.
Le diabète de type 2 apparaît généralement chez les personnes âgées de plus de 40 ans. Ce sont des patients qui auront d'autres facteurs de risque, notamment l'hypertension artérielle, le surpoids ou l'obésité. Donc il y a également le diabète qu'on retrouve chez la femme enceinte, qu'on appelle le diabète gestationnel. Et enfin, il y a d'autres types de diabète qui sont secondaires à d'autres maladies. Selon l'OMS, le diabète pourrait passer de la 8e à la 7e cause de décès dans le monde en 2030. Le diabète est diagnostiqué avec au minimum 5 années de retard. Cette maladie avec laquelle on apprend à vivre tout au long de sa vie fait encore peur aujourd'hui. Pourtant, un diabétique pris en charge correctement peut réussir à vivre sereinement avec sa maladie. Au Cameroun, 2% de la population meurt chaque année des suites de diabète. La maladie silencieuse et insidieuse aux graves conséquences reste un problème de santé publique. Lucas est l'une des victimes. Cela fait 3 ans qu'il vit avec cette pathologie. Notre reporter Eunice Némé est allé à sa rencontre pour nous faire découvrir son quotidien. Regardons. Il y a 3 semaines, Lucas a été détecté positif au diabète alors qu'il pensait être atteint de la prostate. Quand je suis arrivé à l'hôpital, on a pris mon glycémie, on a vu que c'était à 5,5. Ils m'ont dit que est-ce que tu es diabétique? J'ai dit que non. Ils ont dit que non. Va directement à l'hôpital, comme c'était dans une centre de santé là. Interné depuis 5 jours à l'hôpital, le patient suit des traitements qui ont contribué à baisser le taux de glycémie. La glycémie a baissé. Ils m'ont dit que maintenant je vais suivre le traitement à la maison. Ici, au centre médical au Jourdain, une campagne de soins de pieds podologie est consacrée à tous les diabétiques pour un meilleur suivi. Ces soins de pieds permet à ce que nous ayons cette lubrification sanguine qui va continuer toujours à être ressentie, à avoir cette sensibilité au niveau des pieds. Donc, les soins des pieds sont vraiment très essentiels. C'est comme si un diabétique qui prenait sa glycémie chaque matin, c'est comme ça qu'il doit aussi contrôler ses pieds chaque matin. Pour être à l'abri du diabète, évitez de manger trop sucré et très salé. Parlons à présent du projet d'appui au développement des filières agricoles au Cameroun. Nadia. Le dit projet a tenu ce jour son premier comité de pilotage ici même à Yaoundé. Le point de réalisation de cette structure donc a été fait ainsi que l'examination et l'approbation de son plan de travail qui ambitionne de développer les filières riz et oignons dans le pays. La synthèse des travaux dans ce récit d'Yvonne Gaël-Avebe. Le projet d'appui au développement des filières agricoles PATFA est le premier projet à avoir bénéficié de l'appui du Fonds international de développement agricole FIDA pour la mise en œuvre d'une seconde phase. Tout comme la première, cette deuxième phase du développement des filières riz et oignons se doit d'être un exploit. L'objectif est toujours d'accroître durablement la production et la productivité de ces filières en intégrant les aspects liés à la résilience et aux risques climatiques et environnementaux. 14 départements des régions du Nord, Nord-Ouest, Extrême Nord et Ouest sont concernés par ce projet financé à hauteur de 28,589 milliards de francs CFA par le gouvernement du Cameroun et le FIDA en vue de renforcer la lutte contre la pauvreté et d'améliorer la sécurité alimentaire des populations. Merci Yvonne Gaël-Avebe. En sport, l'internationale camerounaise Edjangé Siliki a signé avec le FC Ebolova. Tout à fait, Agnès Solange, un club de première division pour 1 an. De leur côté, Félix Oukine et Hervé Ngomo, sociétaires de Coton Sport de Garoua, rejoignent les rangs des Lions Indomptables. Ils ont été sélectionnés par l'entraîneur national Antonio Conceição pour participer à la rencontre Cameroun contre le Mozambique le jeudi prochain au stade de la réunification de Douala. Le point, le round-up sport, c'est un récit de Marthe Ambani. Hervé Ngomo et Félix Oukine rejoignent la tanière des Lions à Douala pour la double confrontation contre le Mozambique. Après les forfaits pour faute de milieu de terrain, Félix Oukine, ces 2 joueurs avaient tapé dans l'œil du technicien portugais
lors du match Panthère-Coton qui s'est récemment disputé au stade Omnisport de Yaoundé. L'international camerounais Siliki Edjangé signe avec le FC Bolova. Un grand coup pour cette jeune équipe de première division. La Lionne indomptable, 2 fois mondialiste. Elle compte à son actif plusieurs CAN disputés. Elle va désormais évoluer avec l'équipe basée dans le Sud Cameroun. Adversaire du Bayern Munich en Ligue des Champions mercredi dernier, 6 joueurs du Red Bull Salzbourg ont été testés positifs au Covid-19, alors qu'ils s'apprêtaient à rejoindre leur sélection pendant la trêve. Les joueurs en question, asymptomatiques, placés en isolement par mesure de précaution. Aucun d'entre eux ne partira en sélection durant la trêve, du moins pas avant de connaître les résultats des nouveaux tests menés ce lundi. Nous restons en sport pour parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Le Cameroun sera face au Mozambique demain au stade de la réunification de Douala. 4 Lions ont rejoint la sélection cette nuit. Carl Toko Ekambi, Harold Moukoudi, Hervé Ngono et Félix Oukine de Coton Sport de Garoua. Jérôme Onguéné est le dernier attendu ce jour. Dans la tanière, c'est la sérénité. Les Lions indomptables ont d'ailleurs passé un moment convivial avec leurs supporters, au rang desquels notre reporter Edouard Penda de CRTV Littoral qui était avec eux il y a quelques heures. Regardons. Bienvenue dans la métropole économique. Nous sommes dans le quartier général des Lions indomptables du Cameroun. Après la 3e séance d'entraînement effectuée au stade de la réunification de Douala-Bépanda, les Lions indomptables du Cameroun ont regagné leur hôtel ici au Sawa de Douala. Avec moi, un des supporters des Lions indomptables du Cameroun depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Ngando Piquet, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui peut justifier ta présence ici à l'hôtel Sawa? Je suis une légende, la légende vivante continue, c'est moi Ngando Piquet. 40 ans auprès des Lions indomptables du Cameroun. Il se devrait tout le temps, partout que Ngando Piquet. Quand les Lions sont là, on voit Ngando Piquet. Alors, le match Cameroun-Mozambique est prévu pour le 12 novembre 2020 au stade de la réunification, stade rénové, stade innové, un stade de 40 000 places. Alors, un a cappella pour les Lions indomptables. Allez les Lions, vous allez gagner, oh. Allez les Lions, vous allez gagner, oh. Nous sommes toujours dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun et l'effervescence avec les supporters des Lions indomptables du Cameroun. Un autre groupe bien connu dans la métropole économique, il s'agit du groupe Abélé Sawa. Bonjour. Bonjour, CRTV Cameroun. Alors, nous, c'est l'Abélé Sawa du Cameroun, comme vous le constatez bien. Si nous sommes aujourd'hui à l'hôtel Sawa, c'est pour soutenir les Lions indomptables. C'est pour accompagner les Lions vers la réussite, pour faire le Cameroun 1. Vraiment, nous sommes très fiers et nous voulions que le Cameroun aille de l'avant. Le Cameroun soit uni, le Cameroun soit un. Et pour cela, nous allons accompagner les Lions jusqu'à la gare. Et nous souhaitons une très belle victoire et rendez-vous le 14 pour la suite d'une prochaine victoire. Merci Cameroun. Allez, 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 allez Cameroun. Voilà ce qui attend le public camerounais au stade de la réunification avec un des supporters numéro 1 des Lions indomptables du Cameroun, l'hôtel Sawa, Jean-Léopold Bilogui, Edouard Penda pour la CRTV. Merci Edouard Penda de nous faire vivre toute cette ambiance autour des Lions indomptables depuis la ville de Douala. Hors de nos frontières à présent, l'Angola célèbre ce 11 novembre les 45 ans de son accession à l'indépendance. L'étape avait conduit le pays dans une dynamique d'émergence dans les domaines de la santé, de l'éducation, du logement, de l'eau et de l'électricité. La célébration se fera cette année sans festivité à cause de la pandémie du Covid-19 qui sévit dans le monde. Reportage Adèle Sylviane Kalga. L'Angola commémore ce 11 novembre dans la méditation les 45 ans de son accession à l'indépendance. C'est en 1979 que José Eduardo dos Santos accède à la présidence. Le pays s'est reconstruit grâce aux revenus du pétrole dont il en est d'ailleurs le deuxième producteur africain après le Nigeria. Côté santé,
le pays a réussi à atteindre une couverture sanitaire nationale, à former des médecins, infirmiers et autres techniciens de santé. Aujourd'hui, le défi de l'éducation, 45 ans après l'indépendance, est d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage dans le pays. Des projets de logement ont été timidement mis en œuvre. De nouvelles villes et centralités sont apparues dans tout le pays. 27 années de braise ont mis à genoux le secteur agricole. Luanda dépend de l'extérieur pour se nourrir. Et c'est sur cette actualité en Angola que nous refermons ce 19h préparé par l'ensemble de la rédaction CRTV News. Ne partez pas, nous vous laissons accompagner d'Agnès Solange à Bossolo pour la suite de Twilight. Bonne suite Agnès Solange. Merci Nadia Manar, merci pour toutes ces informations et nous poursuivons le débat puisque nous sommes toujours avec nos invités. Roméo Fopa, assistant technique à l'Alliance G5 et puis Aimé Manfred Epanda qui est le président de Tropical Forest and Rural Development. Alors messieurs, parlons de l'aspect organisationnel de cet événement. Ça va se passer où et comment ? Le forum, se tiendra à l'hôtel de ville de Yaoundé, au cercle municipal. Le thème retenu pour cette première édition, c'est les initiatives locales pour protéger durablement les grands singes des forêts du Cameroun et du bassin du Congo. Donc ça se tient sur 2 jours, le 18 et 19 novembre. Comment on fait pour participer? Il y a des enregistrements? Oui, il y a les enregistrements en fonction de la catégorie des acteurs qui veulent participer. En fonction que vous soyez OSC local, avec une participation de 10 000 de frais d'enregistrement, ou bien OSC international 25 000. On s'enregistre comment? On s'enregistre en ligne sur le site de l'Alliance GESAC. Donc c'est www.alliancegesac.org. Allez-y doucement, je connais. www.alliancegesac.org. Ou bien contacter simplement l'un des responsables de l'organisation au 6 72 70 46 19. On s'enregistre et puis on a la chance de participer à ce forum-là. Oui, on s'enregistre. D'apporter ses idées aussi. Voilà. Et vous attendez qui précisément? Voilà, nous attendons les organisations, n'est-ce pas, qui sont engagées dans la protection de la nature. Nous attendons les praticiens, n'est-ce pas, de protection de l'environnement. Nous attendons les institutionnels. Nous attendons les bailleurs de fonds. Et voilà, et le grand public, tous ceux qui sont intéressés, qui voudraient participer à l'événement, ils seront, n'est-ce pas, les bienvenus. Voilà, messieurs, merci d'être venus et pour ce forum, nous parler de ce forum sur la conservation des grands singes dans le bassin du Congo. Et merci certainement des personnes intéressées ou même qui travaillent dans cette même veine vont venir et puis il y aura un échange d'idées, sortira donc de là des solutions pour notre forêt, pour qu'on ne mange plus les grands singes. C'est cela. Messieurs, merci d'être venus. Merci. Alors à présent, le supplément économie de ce mercredi donc déroule le tapis à l'entrepreneuriat agricole. Plus de 200 centres de formation rurale sont en cours de rénovation sur l'ensemble du territoire dans le cadre du programme PCP AFOP. Et tout de suite, Régine Gladys Lebouda reçoit Gervais Daniel Sengui, le responsable du pôle communication de cet important programme. Place à présent, Edwin, à notre invité du jour. Il y a à peu près une semaine, le 29 octobre exactement, l'on a procédé à l'inauguration de quelques infrastructures à Evodoula. C'est dans la région du centre infrastructure alloué au centre de formation rurale d'Evodoula. Avec nous sur ce plateau, Gervais Daniel Sengui est le responsable de l'unité communication du PCP AFOP qui était à la manœuvre de cette construction. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue.
Merci de me recevoir. Alors, le gros événement dans votre actu, c'était cette remise, cette rétrocession des dortoirs et autres infrastructures au CFR des Vaudoula, mais qui rentre dans un cadre plus vaste de la construction de près de 200, de la réhabilitation de près de 200 institutions de formation en agriculture, c'est ça? Il faut dire que le PCP, AFOP, programme d'appui à la rénovation, au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, l'élevage et la pêche, a parmi ses missions la rénovation des centres. Il y en a 96 au total au Cameroun et puis 26 écoles. Donc nous venons en appui parce que vu la vastuité de certaines infrastructures, ne permettant pas aux jeunes apprenants qui y vont et qui y sont d'avoir tout le nécessaire, le confort nécessaire pour une bonne acquisition des compétences et des connaissances. Alors le PCP AFOP développe ce pan-là et permet donc à ces jeunes d'être dans un cadre idoine pour leur formation. Il faut dire qu'ils passent 2 années chaque promotion dans un centre. Et nous voulons que les jeunes soient logés à la plus belle enseigne, raison pour laquelle nous avons rénové quelques-uns des centres, parmi lesquels donc le CFR des Vaudoula. Il fallait donc procéder à la remise de ces infrastructures. Alors revenons sur la particularité des formations dispensées dans ce CFR-là. Vous nous parliez de non seulement la formation est gratuite, de 2 ans, comme vous le disiez, mais en plus, les jeunes exploitants agricoles formés là-bas en ressortent avec du capital pour démarrer une activité. Oui, après 2 ans de formation, c'est une formation professionnelle, elle est en alternance, le jeune vit dans le centre. Il apprend la vie associative, il va également chez le référent 1 fois par mois, c'est-à-dire pendant 2 semaines, pour le geste technique, pour ses productions végétale ou animale selon le domaine qu'il aura choisi. Au terme donc des 2 années de formation, il présente son projet, le défend devant une commission territoriale et financière qui juge de la pertinence de ce projet-là et le coup de pouce du PCP AFOP est plafonné à 1,5 million pour chaque jeune, pour la mise en œuvre. Ça n'exclut pas les autres apports pouvant venir de la famille, mais nous disons pour un lancement, c'est comme s'il était dans un starting block et nous lui donnons cette avancée-là et pour qu'il mette en œuvre son projet. Alors que devient ceux qui ont eu justement ce coup de pouce-là, cette propulsion-là sur le marché de l'auto-emploi? Est-ce qu'on a des fruits palpables? Nous en avons effectivement. Il faut dire que jusqu'à ce jour, près de 10 000 jeunes ont reçu, à la fois dans les centres de formation et dans les écoles, cette formation aux métiers agro-pastoraux. Maintenant, nous avons des success stories, c'est-à-dire des jeunes qui, dans leur zone d'installation, impactent fortement le milieu. Que ce soit dans la zone septentrionale, dans la zone centrale méridionale, à Vaudoula où nous étions, dans la zone centrale et méridionale, nous avons un jeune comme Alima qui fait dans la cacaoculture et je vous assure aujourd'hui, allez interroger ces jeunes et nous vous donnerons l'occasion de venir au quotidien voir ce que réalisent ces jeunes-là. Nous avons des jeunes comme le Bogo, il y a des jeunes filles qui s'illustrent très bien et qui sont bien installées et aujourd'hui vivent de ces métiers-là. Nous voulons faire du métier agro-pastoral quelque chose d'important. Ce n'est plus quelque chose qu'on va faire parce qu'on a raté sa vie. Non, c'est un métier qui nourrit son homme, qui crée de l'emploi et de la richesse dans le territoire. Et c'est justement l'un des axes de la formation, c'est de transformer ces agriculteurs-là en réels entrepreneurs avec des notions de gestion d'entreprise et autres rudiments pour mettre sur pied une exploitation dans des métiers quand même, des filières quand même qui sont porteuses et qui peuvent aider le Cameroun à sortir du tout importé. Oui. Aujourd'hui, il faut dire que ces jeunes-là, nous sommes en train de voir comment ils se structurent et ils se sont structurés en 114 bassins autour de 15 filières, c'est-à-dire 8 pour les filières végétales et 7 pour les filières animales. Vous avez la porciculture, vous avez le poulet de chair, vous avez l'élevage des bovins, pour parler par exemple des filières de production végétale, vous avez la cacaoculture, vous avez le palmier à huile, vous avez le maïs, vous avez l'oignon. Donc nos jeunes aujourd'hui répondent, c'est vrai que ce n'est pas encore à 100%, mais nous sommes en train de voir comment les aider à y arriver, répondre aux besoins
des communautés locales, parce que c'est des véritables acteurs. On parle ici du développement inclusif des territoires ruraux au Cameroun. On a déjà résolu en quelque sorte le problème de la contribution à l'emploi jeune, parce que chaque jeune formé et installé devient automatiquement créer un emploi pour lui-même et ajoute à cela un autre emploi indirect. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 3300 jeunes installés. Allez donc faire le ratio, plus 3300 autres emplois indirects, ça va à plus de 7000 occasionné emplois. par le fait, par la valeur ajoutée. Induit, voilà. Exactement. Induit, alors, pour sortir, dites-nous comment faire. Si un jeune nous regarde, comment il fait pour rentrer dans cette vaste champ d'opportunités? Voilà, disons que nous avons 2 parcours de formation. Déjà, la formation initiale, elle s'adresse aux jeunes qui ont au moins le CEP, déjà ça. Et lorsque le test de sélection est lancé, venir postuler. Ce que nous demandons encore, c'est ce qui relève du domaine foncier. Il faut que le jeune nous présente un document qui atteste qu'il a à sa disposition le foncier. Vous savez, c'est un peu le caillou dans la chaussure aujourd'hui. Il faudrait l'avoir parce que pour la mise en œuvre d'un projet, il faut un espace. Ça ne se fait pas vaguement comme ça. Il faut un espace, il faut toutes les garanties. Nous ne voulons pas avoir ces jeunes-là qui, à peine il a lancé son exploitation et qu'un propriétaire, un parent ou la communauté viennent l'exproprier. Nous avons souvent malheureusement eu ces cas, mais avec le plaidoyer et en association avec les mairies, les autorités traditionnelles, aujourd'hui nous sommes en même de dire que ces jeunes-là peuvent donc venir au PCPAFOP, postuler. Ce sera un test de sélection, nous assurer qu'au niveau de l'écrit, au niveau de la compréhension de ce qui sera donné comme enseignement, le jeune est à même d'acquérir ces compétences et d'assimiler cela. Merci beaucoup, Gervais Daniel Sengue, d'avoir été l'invité de notre supplément économique. Voilà, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Toilette s'achève. Bonsoir.